Parfait. Donc là, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation PowerPoint. Donc, vous voyez bien la présentation en plein écran. Oui, c'est la bonne parce qu'il est écrit reclassification A2, c'est peut-être moi qui ai oublié une petite coquille. Attendez. C'est pas très long. La première diapositive, ça n'a pas été indiqué que c'était l'informatique, mais quand on descend, on voit que dans les diapositives suivantes, on parle spécifiquement de l'informatique. Donc, c'est juste une petite erreur. Je vais donc leur partager. Super, merci. Je vais le corriger moi aussi pour quand on va l'envoyer aux membres. Désolé. Je vais repartager mon écran. Et voilà, donc c'est le bon, juste une petite erreur. Donc, on va débuter la présentation. Donc, aujourd'hui, sur la reclassification. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que la reclassification? Attendez, il faut juste que j'enlève le petit bar zoom parce que ça cache pour moi. Donc, chaque poste lors de sa création a reçu un type d'emploi qui est déterminé en fonction des tâches attitrées au poste ainsi que les exigences académiques. Il est possible que dans le temps, les tâches ont été modifiées et cela pourrait faire en sorte que le poste, finalement, la personne qui est sur le poste a accompli des tâches d'un autre type d'emploi que le type d'emploi qui a été attitré au poste. C'est aussi possible qu'à la base, lorsque le poste a été créé, il a été mal classifié. Donc, on a créé un poste de technicien en informatique, mais dans les faits, ça aurait dû être un poste de technicien spécialisé, que l'évaluation a mal été faite à la base. Donc, essentiellement, la reclassification, c'est le processus par lequel on passe pour faire modifier le titre d'emploi d'un poste lorsqu'on constate que le titre d'emploi n'est pas le bon. Le moment qu'on peut faire une demande de reclassification, anciennement, dans les anciennes conventions collectives, c'était dans les 45 jours de l'entrée en vigueur de la convention collective, ce qui ne donnait pas une grande marge de manœuvre, d'autant plus que dans les dernières conventions, c'était souvent des conventions de 5 ans, donc pendant 45 jours sur 5 ans où on peut faire une demande de reclassification, c'est un très court laps de temps. Heureusement, avec la dernière convention collective, donc la convention qui est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023, il est possible de le faire à tout moment maintenant, donc une demande de reclassification. Pas besoin d'attendre dans les 45 premiers jours. Je pense que j'avais sauté une diapo. Donc, je vais mettre l'accent sur ces points-là. C'est des points extrêmement importants là, quand il est question de la reclassification. C'est une notion extrêmement importante, donc je vais mettre beaucoup d'accent. Donc, la première, c'est que il y a eu beaucoup de décisions quand il y a eu des contestations sur des enjeux de reclassification qui sont venus dire que pour demander une reclassification, il faut la majorité du temps, donc 50% plus 1, faire des tâches du type d'emploi qui est visé, donc qu'on réclame. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la nature des tâches qui détermine le type d'emploi et non, comme on voit au point suivant, la charge de travail ou la quantité de travail que fait. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de tâches comme technicien en informatique qu'on a une grosse charge de travail que ça fait de nous des techniciens spécialisés en informatique. C'est vraiment ce que la personne fait comme tâche qui viennent déterminer le type d'emploi. Et la manière de déterminer si la tâche, elle fait partie de quel type d'emploi, il faut se fier à la nomenclature. Donc, la nomenclature, c'est
c'est associé à la convention collective, c'est où on retrouve tous les différents types d'emplois qu'il y a dans le réseau de la santé et le libellé. Donc, c'est quoi les tâches du titre d'emploi, les exigences académiques, s'il y a des exigences académiques. Dans votre cas, tous les titres d'emploi en informatique ont des exigences académiques. Donc, c'est vraiment ça. Donc, pour faire le lien entre la tâche et ce qui est inscrit dans le libellé, on va les voir, on va les survoler là, par la suite. Et non, il ne faut pas se fier. Oups, excusez, parce que quand je touche le pad, ça change. Je suis vraiment désolé. Donc, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur le terrain nécessairement. Ce n'est pas parce qu'on voit un technicien spécialisé en informatique faire telle tâche que nécessairement, c'est une tâche de technicien spécialisé en informatique. Il faut vraiment se fier à ce que cette tâche-là se retrouve dans la nomenclature sous le titre d'emploi de technicien en informatique ou sous le titre d'emploi de technicien spécialisé en informatique. Donc, c'est vraiment pour s'y référer. Je pense une diapo quelque part, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer. Je vais il manque, je pense, la diapo. Je suis vraiment désolé. Je vais juste arrêter là, le partage. Il manque la diapo avec le CPM. Est-ce que tu? Mais c'est parce que oui, parce que toutes les nomenclatures sont déjà dans tous les postes. Fait qu'au pire, monte-le, puis moi, je vais l'envoyer dans le Teams. Ah, OK. Parce que vu qu'il était monté différemment, ça ne servait à rien. Là. La nomenclature, elle est déjà dans tous les autres titres d'emploi. Effectivement, mais je voulais quand même montrer le site. Mais... Oui, c'est ça. Fait que je vais l'envoyer le lien, puis je vais le rajouter dans la présentation avant de l'acheminer aux membres. Désolé, là. Voilà, je le mets dans le... On va leur partir. Dans le chat. Voilà, ce que Francis parlait, là, je vous ai joint dans le chat le site. Vous allez pouvoir aller consulter la nomenclature. C'est ça. Donc, dans la nomenclature, là, vous allez retrouver l'ensemble des titres d'emploi du réseau de la santé, leur explication, les exigences académiques, ainsi que les échelles salariales applicables pour chacun des types d'emploi. Donc, okay. On va commencer. Donc, je vais les survoler. En informatique, il y en a quand même 5 dans le CIUS là, qui sont utilisés. Donc, je vais mettre, vous allez pouvoir aller les consulter là, par la suite. Puis si jamais vous faites des demandes de reclassification, vous pourrez aller sur le site qu'on vous a donné là, pour puissiez faire une analyse à savoir si vous faites un ou l'autre des types d'emploi dans le cadre de vos tâches. Vous voyez que, bon, post-analyste en informatique, on parle de la personne elle conçoit des systèmes, elle assure leur formation, leur implantation, elle fait de l'analyse de coûts, elle coordonne l'implantation de systèmes. Vous voyez. Et là, si on va vers l'analyste spécialisé en informatique, vous voyez qu'elle assure, cette personne-là va assurer la coordination de la gestion, la supervision des activités d'analyse. Elle agit à titre d'expert dans son domaine de spécialisation. Donc, c'est une référence dans l'équipe aussi, le travail. Et elle peut avoir à travailler, à coordonner le travail d'une équipe d'analystes ou de techniciens en informatique. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, le travail semble similaire, mais à ça, on ajoute un travail de coordination, de référence. C'est une personne de référence, puis aussi c'est un travail qui va venir coordonner aussi les activités d'un ensemble d'employés, des types d'emploi, excusez-moi, des types d'emploi d'analystes et de techniciens en informatique. Maintenant qu'on arrive aux techniciens en informatique, donc elle effectue des travaux concernant la programmation, codification, développement de tests, correction. Elle installe, développe, configure et maintient à jour des logiciels.
la surnaissance technique aux utilisateurs des logiciels, des équipements informatiques. Elle intervient lors de... Désolé, l'ordinateur est très sensible. Vous voyez, j'ai oublié de le mentionner, je suis désolé pour les autres avant. Vous voyez, l'analyste en informatique doit détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline universitaire appropriée. Donc, c'est une exigence. Pour avoir ce type d'emploi-là, ça prend absolument un baccalauréat. Et dans le cadre de l'analyse spécialisée en informatique, c'est de détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline universitaire appropriée, ainsi qu'une certificat de spécialisation délivrée par une autorité compétente et reconnue dans le domaine des technologies de l'information. Donc, ça prend un autre, ça prend pas seulement le bac, ça prend une spécialisation, là, donc un cours spécialisé dans le domaine de spécialisation qu'on va vous le faire reconnaître. Pour les techniciens en informatique, donc c'est un diplôme, c'est un DEC avec spécialisation en informatique, un DEC combiné à un certificat universitaire de premier cycle pertinent. Je dirais qu'il change tout ça. Ou une attestation d'études collégiales pertinente de 800 heures et plus combinée à de l'expérience pertinente au domaine visé. Donc, il faut absolument avoir être dans une des situations-là pour réclamer, pour pouvoir être de ce titre d'emploi-là. Pour les techniciens spécialisés en informatique, bon, toujours, oui, la configuration des logiciels et matériels, l'optimisation et la sécurité des systèmes d'information, d'infrastructures technologiques et de réseaux de télécommunications, pardon. Elle agit à titre d'expert dans son domaine de spécialisation également et supporte les techniciens ou techniciennes en informatique dans la résolution de problèmes de niveau de complexité ou de spécialisation élevé. Elle peut élaborer des plans de mise en œuvre de projets technologiques et coordonner le travail de techniciens en informatique. Donc, à l'instar des analystes spécialisés en informatique qui peuvent avoir coordonné le travail d'analystes et de techniciens, mais dans ce cas-là, ils peuvent avoir à coordonner le travail de techniciens en informatique. Les exigences académiques, donc un DEC, évidemment, en informatique, un DEC combiné à un certificat de premier cycle ou une attestation, encore une fois, d'AEC pertinente de 800 heures et plus. Et de plus, elle doit détenir un minimum de 4 années d'expérience pertinente dans le domaine, évidemment, de l'informatique. Donc, c'est les distinctions, là, on les survole rapidement parce qu'il y en a plusieurs, mais vous avez accès à ces libellés-là dans la nomenclature là, sur le site qui vous a été partagé dans le chat. Maintenant, le dernier, donc, j'ai de la misère avec les PowerPoint qui part. Bon. Opérateur, opératrice en informatique, classe 1. On a fait classe 1 parce que suite à nos vérifications, il n'y a pas de classe 2, semblerait là, au CIUS. Donc, on n'a pas de ce type d'emploi-là. Il existe dans la nomenclature, mais dans les faits, il n'y en a pas. Bon, donc, personne qui assure le fonctionnement des ordinateurs en opérant le ou les pupitres de commande selon les procédures établies. Elle participe à l'élaboration du calendrier des travaux effectués. Elle rapporte les erreurs de traitement, signale les pannes des appareils. Elle peut assurer le fonctionnement de l'équipement périphérique ainsi que l'équipement de type réseau. Et dans ce cas-là, l'exigence académique est un DEP en soutien informatique. Ce qui nous amène donc, lorsque une des premières questions qu'on doit se poser, c'est si vous faites une demande de reclassification, avez-vous les qualifications pour le type d'emploi qui est visé? Donc, mettons, vous êtes technicien spécialisé en informatique et voudriez vous faire reclasser comme analyste informatique. Comme on l'a vu, ça prend un bac. Si la personne n'a pas de bac, elle ne peut pas être reclassifiée pour le type d'emploi. Dans ce cas-là, il faudrait retirer les tâches. Si la personne a fait effectivement des tâches d'analyste, il faudrait lui enlever ces tâches-là pour qu'on lui octroie les tâches de son type d'emploi. Dans le cas où la personne a des qualifications, elle aurait le bac, là, elle pourrait faire une demande de reclassification pour que son poste soit dorénavant considéré comme un poste d'analyste en informatique et non un poste de technicien spécialisé en informatique. Donc, très important, il faut toujours avoir les qualifications du type d'emploi qui est visé.
Donc, comment faire la demande de reclassification? Donc, l'employeur a mis en place un formulaire à remplir. Dans le formulaire, il y a quelques questions qui sont plus ou moins pertinentes là, sur est-ce qu'il y a eu des changements dans vos tâches, etc. L'accent ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est vraiment les tâches que vous faites, donc une bonne description des tâches d'action lorsque vous remplissez. Donc, Il y a quelque chose que change. je vais vous montrer quelques exemples par la suite, mais des verbes d'action, ça Francis? peut être comme coordonner, gérer, remplir, assurer, planifier, calculer, etc. Lorsque vous faites votre demande, la demande devra être signée par votre gestionnaire. Le gestionnaire ne vient pas dire s'il est d'accord ou non que votre poste devrait être reclassifié. Il vient juste certifier que c'est bien les tâches que vous faites. Et par la suite, la demande de reclassification est envoyée au service de la dotation qui, eux, feront une analyse. Dans le cas où le gestionnaire ne voudrait pas signer le formulaire, toujours possible de le faire parvenir quand même à la dotation. C'est sûr que ça va simplifier les choses si le gestionnaire est déjà venu certifier que c'est bel et bien les tâches que la personne fait. Mais si le gestionnaire ne veut pas, c'est toujours possible de l'envoyer. C'est juste que le processus sera peut-être plus long. Si dans les 30 jours, vous n'avez pas reçu de réponse, on vous invite à relancer le service de la dotation et à nous écrire. Et aussi, si vous avez une réponse négative avec laquelle vous n'êtes pas en accord, on vous invite à nous transmettre dès que vous avez la réponse, les raisons qui vous ont été données pour le refus, de nous transmettre les formulaires que vous avez complétés et je vous dis de le faire le plus rapidement possible dans un délai maximum de 30 jours, mais si vous pouvez le faire la journée même ou dans les jours suivants, puisque à partir du moment qu'il y a eu le refus, nous avons 30 jours pour déposer un grief pour contester la décision de l'employeur. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous nous transmettez, vous dites que vous n'êtes pas en accord. Nous, on va déposer un grief automatiquement juste pour être sûr qu'on soit dans les délais. Et par la suite, on effectuera une analyse aussi de notre côté, à savoir est-ce qu'on est en accord, est-ce qu'on pense que l'employeur a raison de la refuser ou non. Si on croit qu'on n'est pas d'accord avec l'employeur, bien là, c'est la procédure de greffe va suivre son cours. Je vais vous amener à une page de l'intranet, il y a une série. On dirait qu'il ne veut pas ouvrir. Donc, c'est pour vous donner des exemples de phrases là, que vous pouvez mettre là, dans le formulaire. Là, je vais vous prendre un de vos titres d'emploi au hasard. Donc, ça, c'est dans l'intranet. On pourra vous partager aussi le lien. Ça peut vous aider là, à trouver des formulations là, pour remplir le formulaire en question. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en accord que ces phrases-là font vraiment partie de ce type d'emploi-là. C'est vraiment tout simplement pour vous donner des idées ou des manières de formuler là, les tâches que vous faites. Vous voyez, donc développer des cubes TB Power BI, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que vous le savez. Analyser, concevoir et réaliser des solutions Microsoft BI. Bon, vous voyez le genre de phrase. Donc, c'est un endroit où vous pouvez trouver des exemples là, pour remplir le formulaire en question. Il y en a une panoplie. Là. Je vous invite à prendre évidemment le type d'emploi que vous avez. Ça va peut-être vous aider à pouvoir le remplir. Sachez que si vous avez besoin d'aide pour remplir, vous n'êtes pas certain, toujours possible de communiquer avec nous et la personne responsable de votre secteur pourra vous accompagner là aussi là, dans la complétion du formulaire. Dans la page. Donc, ça, c'est ce qui terminait la présentation sur la partie de la reclassification. Avant qu'on passe à la période de questions, à chaque fois qu'on fait un rendez-vous syndical, on en profite pour faire quelques points sur l'actualité syndicale. Donc,
Dernièrement, donc le 28 octobre dernier, il y a eu le dépôt officiel des demandes du Front commun. Donc, essentiellement, c'est les demandes salariales. Front commun, donc, entre la FTQ, la CSN, la CSQ et l'APTS. Donc, le dépôt s'est fait le 28 octobre dernier. Il y a eu une manifestation d'appui d'environ 2500 personnes. Donc, la négociation est lancée. La convention collective prend fin en mars 2023. Donc, soyez aux aguets, vous allez entendre parler là, de la négo prochainement, dans les prochains mois. Beaucoup de changements à la direction générale et à la direction des ressources humaines dans les derniers mois. Nouveau PDG, mais aussi le portrait de la direction des ressources humaines, des directrices adjointes aussi, a beaucoup changé. Il y a un changement de ton dans l'approche. On espère par contre là, que ça ne sera pas juste des paroles et que ça va mener à des actions concrètes là, pour les travailleurs et travailleuses qu'on représente. Donc, on reste aux aguets. Pour le moment, le message est positif, mais on attend des actions concrètes. J'en profite aussi pour dire qu'il y a eu en septembre une tournée dans plusieurs sites, les principaux sites, pour remettre, entre autres, un T-shirt pour la campagne Unis pour sortir de l'ombre. Donc, c'est le thème pour le personnel administratif. L'idée, c'est qu'on est souvent mis à l'ombre, on est souvent les oubliés, on parle très peu de nous, de notre réalité. Donc, la campagne, c'est justement pour qu'on mette le personnel administratif de l'avant. La tournée des sites, les autres sites se fait tout au long de l'automne. Donc, tous les sites seront visités et vous pourrez avoir le chandail. On vous invite à le porter. Également, si vous voulez, il y a aussi un background là, que j'avais au début avec le thème là, Unis pour sortir de l'ombre que vous pouvez utiliser là, pendant vos différentes rencontres Teams là, que vous pouvez avoir en arrière-plan. Je crois que Christine, là je ne vois pas parce que j'ai la présentation devant moi. Là. Oui, Mais il y a tu l'as et d'accord? moi aussi. Ouais, On pourra aussi vous le partager là, si vous voulez l'utiliser. Finalement, on a eu un gain de cause là, dans un dossier concernant le rappel au travail. Donc, c'est des cas où ce que la personne est appelée à faire du temps supplémentaire, faire un corps en temps supplémentaire et que la personne elle a déjà quitté l'établissement. Ça fait appeler à la dernière minute. Je vous donne un exemple. Vous travaillez du lundi au vendredi. Le samedi matin, on vous appelle parce que il y a quelqu'un qui a appelé malade. On a besoin de quelqu'un pour faire un quart de travail le samedi. Comme vous avez quitté l'établissement, c'est considéré comme un rappel au travail et vous avez droit à 1 heure d'allocation de déplacement dans ces cas-là. Donc, votre corps est payé évidemment pour le travail que vous faites, mais en plus, vous avez droit à l'équivalent d'1 heure de salaire pour déplacement. C'est 1 heure au taux simple. Donc, si jamais vous faites des corps en temps supplémentaires et qu'on vous a appelé à la dernière minute, vous pouvez le demander. Et si ça vous est refusé, c'est important de communiquer avec nous là, dans les plus brefs délais pour que nous, on puisse faire les interventions au niveau des relations de travail pour que l'application soit respectée. Mais c'est bien, on s'est bien entendu avec l'employeur sur la signification du rappel au travail là, dans la convention collective. Aussi, j'en profite là, pour ajouter, je fais un petit ajout à la présentation, entre autres parce que je sais qu'il y en a, c'est quelque chose de commun là, à l'informatique. Lorsque vous faites de la garde et que vous n'avez pas à vous déplacer, donc on vous appelle, il y a un problème X à Paul Émile Léger, mettons, et que vous êtes de garde, donc c'est vous qui avez le téléphone de garde, vous rappelez la personne, automatiquement, même si ça prend 5 minutes régler le problème, vous avez le droit à être payé 1 heure complète. Dans le cas que vous ne vous déplacez pas. Si vous vous déplacez, c'est une autre règle, c'est 2 heures minimum. Mais dans le cas où ce que vous n'avez pas à vous déplacer, que vous réglez le problème à distance, c'est si on vous appelle, c'est 1 heure minimum, même si ça vous prend 2 minutes.
Aussi, si on vous rappelle dans la même heure, c'est la même heure qui compte, donc vous serez juste payé 1 heure. Si je vous appelle à 9 heures, vous réglez le problème, ça vous prend 10 minutes, 9h10, vous avez terminé. Je vous rappelle une autre fois à 10h30, c'est une autre heure complète qui repart et vous avez, même si ça vous prend encore une fois juste 5 minutes régler le problème, c'est 1 heure complète.